Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ensemble, nous allons découvrir ce que le vin dit d'une personnalité que j'affectionne tout particulièrement, un passionné passionnant, caviste de surcroît, qui depuis plus de 20 ans éveille la curiosité et les papilles de milliers d'amateurs de vin. Roulement de tambour, j'ai le plaisir de vous présenter pour ce deuxième épisode de Glouglou mon invité du jour. Il s'agit de Fabrice Parisot, véritable figure champenoise, élu meilleur caviste en 2017 par la RVF et à la tête d'une des plus belles caves de France, caverne d'Ali Baba par excellence, j'ai nommé les caves du Forum. Fabrice nous confie ici sans concession son amour pour le vin, ses racines, de sa première gorgée miraculeuse à la rencontre déterminante qui changera sa vie. Grâce à lui, nous voyagerons à travers son terroir d'adoption, la Champagne, et tous ceux qui l'arpentent avec ardeur aux quatre coins du monde pour assouvir sa soif d'apprendre. Ce passeur d'émotions nous partage ses meilleures recommandations, coup de cœur, coup de foudre, pour des canons et vignerons, sans oublier l'art de la table, accords, mets et vins, et la dégustation bien sûr, celle d'une bouteille mystère que je tenais à lui déboucher. Croyez-moi, cette émission risque bien de vous faire saliver. Je m'appelle Pivs et j'aime profondément les gens passionnés. Nul doute que celle de Fabrice saura vous toucher en plein cœur. Allez, top générique. Bonjour à tous, c'est Pivs. Vous écoutez Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Vignerons, sommeliers, cavistes, mais aussi athlètes, artistes, musiciens, écrivains. Nous allons ensemble découvrir ce que le vin dit de nous à travers le regard, les mots et la singularité de chacun de mes invités. Bonjour Fabrice. Bonjour Pierre-Yves. Quelle joie les amis d'avoir en face de moi Fabrice Parisot. L'un des cavistes, tout simplement, qui m'a fait le plus rêver dans mon parcours, dans mon périple de passionné de vin. Et je suis très très heureux de vous le présenter aujourd'hui. Comment vas-tu ? Je vais très bien, très heureux d'être ici et enchanté de faire partie de la deuxième émission. Les amis, si jamais vous ne connaissiez pas le format, nous allons ensemble essayer de découvrir ce que le vin dit de notre invité. En l'occurrence, de toi, Fabrice, qu'est-ce que le vin dit de toi ? Et pour ça, on va essayer de suivre un petit chemin initiatique à travers différents chapitres. Mais avant ça, je souhaite ici remercier chaleureusement le château Rozan-Ségla pour nous permettre d'enregistrer cette émission dans ce cadre tout simplement unique, entouré par les vignes. Alors les amis, le château Rozan-Ségla, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit, en quelques mots, d'un domaine tout simplement historique de l'appellation Margaux, le premier sur la liste des deuxièmes grands crus classés de 1855, qui prend racine sur un cœur de grave exceptionnel pour produire des grands Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, petits verres d'eau. N'ayons pas peur des mots, ici il y a deux grands vins identitaires du lieu, le château Rozan-Ségla et son petit frère Ségla, deux vins singularité bien distinctes, mais au final énorme dose de plaisir. Je pense notamment à ce Rozan 2001. C'était pas mal, Fabrice. C'était plutôt sympa, en plus accompagné d'un repas par le chef assez extraordinaire. Donc de très beaux accords mets et vins dans un lieu assez magique, il faut le dire. Fabrice, sans transition aucune. Premier chapitre, l'étiquette. Il est temps à présent de te présenter à nos auditrices et auditeurs. Donc, je m'appelle Fabrice Parisot. Je suis originaire d'un petit village de l'Aisne, à Fontaine-les-Vervins, entre, on va dire, Hirson et Laon, très proche de la frontière belge. Donc, je suis pas issu du milieu du vin, on va dire. Je suis plutôt même électromécanicien à la base, reconverti au vin par un coup de foudre un jour dans un verre de vin. Et puis de là, un périple s'est enchaîné. J'ai repris mes études à partir de 20-21 ans à Avise, en Champagne. Et puis, à partir de ça, au bout de quelques années, j'ai repris les caves du Forum en 2004. Et ça va bientôt faire 20 ans que je suis caviste dans la belle ville de Reims, en plein centre-ville, dans un endroit absolument magique qui date du 16e, des caves voûtées, 500 mètres carrés de caves voûtées, 9 mètres sous terre en plein centre-ville. Donc un endroit absolument magique et fou. Je vous le confirme les amis, les caves du Forum, ça vaut vraiment le détour. Il faut imaginer qu'il faut
tout simplement descendre, vraiment, on descend pour venir chez toi, descend ces marches, et là on arrive dans ce qu'on pourrait appeler tout simplement un magasin de jouets, mais vous le savez, il y a différents types de magasins de jouets, quoi. Il y a les bons, il y a les standards, il y a les médiums, et puis il y a des magasins de jouets, mais absolument mythiques, là c'est de l'ordre du sanctuaire, il y en a partout. Il y en a partout, parce que en fait, c'est vrai que cet endroit est assez magique, il n'y a pas de vitrine, on ne fait pas de publicité. On est en dessous de l'hôtel du Luxembourg, qui date du 17e. On rentre dans la cour, on descend par une petite porte qui est une vraie porte de cave, qui fait pas plus d'1,60 m de haut. On baisse la tête, on descend. Et puis là, vous avez différents boyaux qui s'ouvrent à vous avec des références de folie. Au jour d'aujourd'hui, on a 4600 références de vin. 4600 références de vin, mais pour l'inventaire, vous mettez combien de temps ? Cette année, on a mis 1 mois, à peu près. Parce que le problème, c'est que je compose ce magasin comme si c'était ma cave personnelle. Donc j'ai un peu des achats impulsifs, on va dire. Et donc on a des références qui peuvent être à 7 endroits différents, dans différentes zonothèques. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, c'est un peu le labyrinthe, et c'est le but du jeu aussi que le client descende, et puis c'est un peu la chasse au trésor toutes les semaines. Se perdre, c'est un vrai labyrinthe. Oui, c'est vrai. Et puis, j'en profite, je saisis cette petite occasion là, au moment où on parle des caves du forum, pour aussi vous dire que, dans ces murs, dans cette cave, il y a une équipe de grands passionnés. Exceptionnel. Et ça fait beaucoup. Ça fait énormément. Il y a Cédric qui est mon bras droit, Maxime, Lucas et Julie qui sont vraiment des gens hors pair. C'est plus qu'une équipe, c'est une famille, quoi. On a des liens importants, c'est le partage. C'est pas des salariés, c'est vraiment les caves du forum, c'est pas une personne. C'est un ensemble de personnes qui reçoit, qui conseille les clients et qui partagent des moments avec les clients. Ça, c'est très, très important dans notre métier. On n'est pas seulement des marchands de vin, on est des passeurs de relais. C'est-à-dire qu'on est le trait d'union entre le vigneron et le consommateur final. Et on a vraiment un rôle d'éducateur. Ça, c'est primordial. Quelque chose me dit qu'on y reviendra peut-être un petit peu plus tard au cours de l'émission, Fabrice. Bon, à présent, les racines. Tu sais que c'est quelque chose qui est très important pour Glouglou, d'aller chercher justement dans ces racines, les tiennes, peut-être l'enfance, l'adolescence. Quels sont tes premiers souvenirs liés au vin ? Mes premiers souvenirs liés au vin. Ça remonte vraiment quand j'étais petit. Je pense à l'âge de 6 ans. Dans ma famille, on n'était pas, mes parents, pas consommateurs de vin, mes grands-parents très peu. Je me souviens de mon grand-père, à l'âge de 6 ans, le mercredi, on allait manger la fameuse purée avec le jambon coupé dedans. Et mon grand-père buvait toujours une bouteille de vin le mercredi, et c'était du vieux tonneau avec le 3 étoiles. Je me souviens, le petit bonhomme avec la moustache sur le tonneau. Et je sais pas pourquoi, mais j'étais déjà attiré par le flacon. J'aime toucher une bouteille de vin. Alors je n'explique pas pourquoi, mais je vois toujours cette image. Et quand j'étais petit, je prenais cette bouteille, je la regardais, je me disais, mais ça... Puis de temps en temps, je sentais, je me disais, ça pue, ça pas bon, quoi. Et je m'étais dit, mais jamais je boirai de vin, c'est pas possible. Et j'y suis revenu, mais très 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 longtemps après, quoi. À l'âge de, ça devait être 19 ans, 20 ans, un repas de famille, un ami proche de la famille me retire mon verre de coca en me disant, mais c'est pas possible, mais sans moi ce vin là. Et puis non, je veux pas. Et puis je prends le verre, je mets le nez dedans et je dis, mais ça sent pas le vin. Il me dit, mais qu'est-ce que tu crois que ça sent le vin? Je dis, je sais pas. Je dis, mais ça sent les fruits rouges, ça sent la forêt, ça sent les champignons, c'est étrange, il y a beaucoup de choses. Et ça a été vraiment, mais réellement un coup de cœur, mais un coup de foudre, littéralement. Du jour au lendemain, j'ai laissé tomber les boîtes de nuit pour aller faire des dégustations les samedis soirs avec lui. J'ai passé pour un fou de la part de mes copains. C'est génial, comme quoi il y a des déclics, il y a des moments, paf, ouais, où ça vous et ça, je peux pas l'expliquer. Change le mindset, quoi, total. Complètement, ouais. C'est un coup de foudre, c'est réellement un coup de foudre. Donc il y avait pas nécessairement de cave à la maison? Non, c'est moi qui ai fait consommer du vin à mes parents, quasiment, quoi.
Ouais, je suis un peu l'anomalie de la famille. C'est vrai que je suis vraiment pas issu d'une famille. On n'avait pas trop d'argent. Mes parents ne consommaient pas de vin. C'était de la bière de temps en temps. Enfin, c'était vraiment, c'était très 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 simple, quoi. Même au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas, ils ne sont pas encore consommateurs de vin régulièrement, quoi. Ils boivent du vin quand ils viennent à la maison ou quand j'amène une bouteille. Ils aiment. Ils apprécient, mais ça n'a jamais été une culture dans ma famille, quoi. Ah, c'est vraiment chouette. Et donc, il faut imaginer, voilà, que Fabrice, tu attends 19 ans pour avoir une révélation avec un verre de vin. Et est-ce que c'est ce verre de vin, précisément, qui détermine ton arrivée à Reims ? Complètement. Ce verre de vin m'a permis, en fait, de me poser des questions, des vraies questions. J'étais, comme je l'ai dit tout à l'heure, au collège, j'étais pas mauvais en maths, on m'a dit tu seras électricien. Ok, je serai électricien. Donc j'ai été électricien, j'ai passé mon diplôme, etc. J'ai jamais travaillé dans l'électricité parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Je suis parti à l'armée, 1 an après je suis revenu. Puis j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai fait de la manutention, j'ai travaillé à droite à gauche. J'ai été meunier dans un moulin pendant pratiquement 2 ans. Donc je faisais de la farine animale, donc la journée on broyait les grains, etc. Puis le soir, j'allais livrer les fermes. Donc 5-6 tonnes par jour, c'était assez costaud. Et en fait, entre 2 livraisons, je bouquinais. Je bouquinais des bouquins sur le vin, etc. Puis un jour, je me suis fait gauler par ma patronne, qui m'a dit « Mais Fabrice, là, c'est quand que tu vas arrêter tes conneries, là ? Et peut-être temps que tu reprennes les études vraiment dans le vin, quoi. Vas-y, maintenant. » Et c'est grâce à elle, quelque part, qui m'a forcé un petit peu à reprendre les études et à me trouver une formation où là j'ai repassé ce fameux diplôme à Avise en accéléré pendant 1 an. Et là, ça a été le déclic. Avise, les amis, un terroir de grands crus champenois. Et donc là, la transition est toute trouvée. On va parler terroir. Jingle. De grands terroirs impliquent de grandes responsabilités. Glou-glou. Alors, cette arrivée en Champagne, Fabrice, est-ce qu'on doit là comprendre en tout cas qu'il s'agit peut-être de ce terroir de prédilection pour toi ? Je dirais plus une rencontre avec un personnage. C'est vrai que la journée, comme c'était en accéléré, je faisais mes cours au CFPPA à Avise. Et le soir, je repartais pas parce que j'habitais dans l'Aisne, donc je passais une semaine complète. Et après mes cours à 5h, je me disais, mais qu'est-ce que je veux faire ? Mais j'étais boulémique de travail. J'allais à la bibliothèque, j'apprenais 2 fois plus ce qu'il fallait apprendre. Et j'harcelais mes profs en cours de nous, etc. Parce que j'avais entendu parler d'un gars, Anselme Sellos. J'avais entendu parler de ce gars qui faisait des choses différentes. Et j'avais le malheur, des fois, en cours de nos, de dire « Mais oui, mais Anselme Sellos, il fait pas comme ça, il utilise des barriques. » Et là, « Oui, mais non !» Et c'est « Oui, mais non !» Un jour, on dit « Ok, moi, je vais aller taper à sa porte, ce gars, voir ce que c'est. » Et je suis arrivé, un soir, à son chez, à l'ancien chez, et puis il était là, et puis je me suis présenté « Fabrice, je suis étudiant là-bas, machin, ok. » Qu'est-ce que tu veux ? Je sais pas. Est-ce que c'est vrai que les vinifères en fût, c'est pas bon pour la Champagne, etc. Et puis là, en fait, on a commencé à discuter, puis je venais régulièrement le soir, après les cours, etc. Puis il a commencé à me faire goûter des choses, etc. Et je n'avais pas conscience de qui je côtoyais, en fait, à l'époque. Et puis ça a fité entre nous, et puis il m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde du vin, sur le champagne différent, sur le vin de Champagne. Et ça a été un réel déclic, vraiment un réel déclic. Là, j'ai commencé à percevoir le champagne autrement, comme un vin. Et quand on connaît Anselme Sellos, sans le savoir, on rentre dans beaucoup de domaines, juste en lui disant c'est Anselme qui m'a parlé de vous. Et là, des portes s'ouvrent. Énormément de portes. Et c'était plus facile il y a 20 ans, je l'admets. Mais je dois beaucoup à ce monsieur. Énormément. Pour nos auditrices et auditeurs qui se demanderaient mais qui est ce bon vieux Anselme Sellos ? Dans un jargon un peu familier, j'aurais envie de vous dire que c'est le GOAT qui a clairement mené une sorte, peut-être à l'origine de cette révolution champenoise qui se déroule là en ce moment même, et bien sur ce magnifique vignoble. J'en suis passionné.
année, les amis. Voilà, je vous le dis, on va la jouer franc jeu. Tous les 4 matins, vous avez un nouveau vigneron qui sort et qui fait des jus absolument dingues. Mais souvent, cette jeune génération m'a souvent dit qu'effectivement, leur modèle était Anselme Sélos. Belle étoile, quoi. Oui, cette belle étoile. Et pour ne citer qu'un autre vigneron, la deuxième était Pierre Auvernois. Ah, Pierre Auvernois, alors là, ça nous amène dans le Jura. Exactement. Donc là, c'est un autre terroir qui est très cher à ton cœur. En fait, ce que j'ai aimé dans les vins, les premiers vins que j'ai dégustés, c'est j'aime les vins libres. J'aime les vins qui m'amènent une certaine évasion. L'oxydatif est pour moi une clé pour passer au-delà de ce qu'on voit d'un vin habituellement, de ce classicisme. Ça me permet d'entrevoir, j'aime cette complexité aromatique. J'aime ce côté où peu de vignerons vont. J'aime cet équilibre sur le fil. Et c'est là que c'est très très intéressant. Est-ce que vous n'auriez pas par hasard le goût du risque, Fabrice? Oui, un petit peu, certainement, oui. Bon, le Jura qui aujourd'hui, en tout cas, a vraiment le vent en poupe. Complètement. Mais vous citez donc un certain monsieur Auvernois, donc qui est là aussi une grande figure du vignoble français. Ce que je trouve très intéressant, parce que l'idée de ce chapitre terroir, c'est d'essayer de voir, d'établir en tout cas des appétences à des terroirs, à des territoires par rapport à des expériences. Et ce que je comprends là, c'est qu'en fin de compte, tout réside une fois encore en l'humain. Qu'est-ce que le terroir ? Ça, c'est vraiment une très bonne question. Le terroir, pour moi, c'est un sol mis en valeur par un vigneron, par de l'humain, encadré par des traditions. C'est ça, le terroir. C'est une communauté. C'est carrément un village. C'est pas un vigneron à travers un village, c'est l'ensemble d'un village, c'est l'ensemble d'une région, d'une appellation qui met en valeur des traditions. Et dans ces traditions, parfois, il y a quelques petits électrons libres qu'on appelle les vignerons artistes. Pierre Auvernois, Anselme Sélos, les Foucault, Trévalon, il y en a plein, Reynaud, etc., etc. Et ces vignerons-là, en fait, propulsent l'appellation ou l'éclatent, parfois, ou vont créer un débat, mais vont initier un nombre infini de jeunes vignerons qui vont s'inspirer et créer des choses différentes. Et c'est là qu'est extraordinaire la rencontre avec les gens, la rencontre avec les vignerons, ce côté multiculturel, on va dire, à l'intérieur d'une appellation. Ça, c'est fabuleux. C'est une force pour une appellation. Et donc, ce terroir, on peut dire qu'il a un impact sur la définition de ton goût. Oui. J'aime... Quand je déguste un vin, je fais abstraction de tout ce qui est l'aromatique, le côté olfactif. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce que je recherche, c'est une sensibilité gustative, une sensation de buvabilité, de digestibilité, de minéralité. Et c'est vraiment ces sens-là qui me font, qui me transportent. Et je suis infiniment persuadé que en fait tout ça c'est lié à l'expression du sol, à l'expression du sol, à l'expression du paysage aussi, qui est très important. On n'en parle jamais assez. Le terroir, c'est aussi le paysage, c'est ses altitudes, c'est ses vallons, c'est ses vents, ses inclinaisons, ses orientations. Tout ça, c'est important. Et est-ce qu'il y a d'autres terroirs, d'autres paysages justement qui t'inspirent, te touchent ? Énormément. J'ai la chance de voyager beaucoup avec mon épouse qui est un petit peu de la partie aussi. On a été en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, bien évidemment, mais partout. Là récemment, par exemple, pas plus tard que cet été, à Nouvelle-Écosse, au Canada. Un domaine, Blomingdon, qui fait des effervescents en Nouvelle-Écosse absolument extraordinaires, où les vins ont une acidité naturelle importante. Et ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ils laissent vieillir pendant 10 ans les vins sur latte. Et on est sur des effervescences qui peuvent faire penser à des champagnes au niveau de la finesse, de la précision. Et j'ai rencontré des gens généreux,
extraordinaires. La même chose en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, j'ai rencontré des vignerons fabuleux. À Madère, il y en a partout. Ah là là, vous me voyez pas parce que c'est l'avantage du podcast, hein, les amis, mais j'ai des petits yeux avec des étoiles parce qu'effectivement, ça me fait voyager tout ça. À propos, un petit coucou aux amis canadiens. Si, on en parlait, j'ai eu l'occasion de découvrir ce territoire cet été et de faire la rencontre effectivement de vignerons et absolument incroyable, notamment Domaine Polisson dans la vallée d'Oka. C'est juste à côté de Montréal, jeune vigneron, un passionné qui lui est géologue de carrière. Son métier c'était d'aller chercher des mines de diamants dans le passé et puis cette passion pour le vin naissante. Voilà, il t'explique que là il a acheté quelques hectares de vignes, il a vu un coteau en face du Saint-Laurent, des conditions, un lieu vraiment exceptionnel. Et donc là il sort tout juste ses premiers vins. En attendant il a dû il a fait avec ce qu'il avait, c'est-à-dire des pommes et quelques poires, et il a sorti des super cidres et poirés, mais là avec une vision vigneronne, donc en semi-carbo. Donc c'est un mode là de comment dire, une recette en tout cas un petit peu différente que le cidre traditionnel tel que on le connaît. Et voilà, super découverte en tout cas, le Canada vraiment chouette. Puis bon, lorsque tu parles de Madère, tout ça, les amis, il y a un monde à découvrir. Ça, c'est sans fin. On y revient toujours, c'est sans fin. C'est sans fin. Le monde du vin est sans fin et c'est ce qui le rend aussi beau. Mon goût est en pleine croissance. Il me faut du vin. Gamma GT. On va parler consommation, Fabrice. Bien évidemment. Are you ready? Allez. Je t'invite à nous faire part de ta consommation, de ta fréquence de consommation, donc hebdomadaire, tu la connais, c'est la fréquence glouglou de 1 à 7. 7,5. Aïe. C'est un dur métier, non? D'être caviste. Oui, mais je ne bois pas, je me cultive. Et je me cultive tous les jours. C'est ce qui me donne bonne conscience, on va dire. Mais difficile pour un caviste de ne pas déguster la journée. On rencontre ses clients, on rencontre des vignerons, on veut faire des découvertes. Et puis comme tu le sais, au Cave du Forum, il y a des découvertes tous les jours. Donc oui, c'est obligé. Je ne conçois pas ma vie sans goûter du vin. C'est absolument impossible. Alors je vais quand même essayer de vous repêcher, pour tous les médecins qui nous écouteraient. Lorsque vous dites dégustation, vous recrachez après, Fabrice? Ah oui, bien évidemment. En dégustation, on recrache. En magasin, on recrache. En magasin. Alors, la consommation, c'est beaucoup plus large que ça. Mais moi, j'ai une question là qui me vient en tête. Est-ce qu'un caviste achète du vin? Bien évidemment. Je ne peux pas aller dans un pays ou dans une région viticole sans rentrer chez un caviste. Ma femme, elle est folle avec ça. C'est plus fort que moi. Pourtant, on a, comme je te disais, on a 4600 références dans le magasin et on a partout, j'en ai partout à la maison, etc. Mais c'est plus fort que moi. En fait, ce qui m'anime, c'est la découverte. Rentrer chez un caviste et dire, voilà, qu'est-ce que je connais pas? Voilà ce que j'ai, qu'est-ce que tu me proposes, qu'est-ce que tu as découvert, fais-moi partager. Donne-moi 6 coups de cœur. 6 de tes coups de cœur. Et ça, c'est mon plaisir. Et ça, dans tous les pays, dans tous les continents. La dernière fois que je suis allé en Nouvelle-Zélande, on est revenu avec 24 bouteilles. On a racheté des valises pour ramener les bouteilles. J'ai vraiment un problème de découverte. Pas d'alcoolisme, de découverte. Ça, c'est absolument génial. Et donc, tes critères, la découverte, envie de découvrir quelque chose que tu n'as jamais goûté. Des fois, ça peut être aussi, j'imagine, revenir sur un vin qui t'a émerveillé. Ah, ça, c'est une bonne question. J'évite de revenir sur des vins qui m'ont transporté, qui m'ont émerveillé. Car je suis persuadé que la première fois qu'on déguste un vin et qui nous émerveille, c'est la seule et unique fois. Je m'explique. Ce qui fait la grandeur du moment, c'est sa découverte, sa surprise et l'émotion qui en ressort de ça. La deuxième fois, on s'attend à cette même émotion et on ne peut pas l'avoir. L'émotion, elle arrive la première fois. Elle sera différente, elle aura évolué, mais elle sera pas intacte. Et souvent,
je vois souvent avec ma clientèle, ils sont déçus d'un vin qui les avait émerveillés quelques années auparavant. Pas parce qu'il était moins bon, parfois il peut être meilleur, mais il n'avait plus l'effet de surprise. Alors, autre question, est-ce qu'un caviste a une cave à domicile? J'imagine. On parlait de 4600 références aux caves du forum, mais alors, chez toi, tu as peut-être pas envie de donner l'info? Il y en a quelques-unes. On va pas mourir de soif, les enfants non plus. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à nous communiquer votre adresse, Fabrice, et puis vous indiquer une date, une heure, et on viendra avec quelques amis vous aider. La verrerie, je voulais te parler de la verrerie, parce qu'il y a bien une région en France, pour moi, cet aspect de la dégustation et de la consommation est vraiment respecté. Partout où vous allez en Champagne, dans les domaines viticoles, et chez toi, lorsque tu organises les dégustations, on sent vraiment que vous prenez beaucoup d'attention à choisir le verre qui va bien. C'est très important pour toi? Oui, ça fait partie pour moi intégrante de l'expérience. De l'expérience et surtout, je trouve que le verre est la clé entre la bouteille, le liquide et le palais. Donc c'est vraiment ce qui va nous amener, c'est un peu le calice qui va nous amener le nectar. Et j'ai beaucoup de respect pour la verrerie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le toucher est très important. On parlait de la bouteille tout à l'heure, mais le toucher d'un verre, de jouer avec la robe du vin. Puis qu'un verre de vin s'efface quand on le pose sur la lèvre et qu'on sent uniquement le liquide et puis le verre, c'est extraordinaire. Non, c'est pour moi, j'ai pas peur de dire que c'est 50% de la dégustation. Ouais, et je te rejoins, j'ai envie de vous confier une petite anecdote. Bon, j'en suis pas fier, mais il faut s'adapter à tout. J'aime énormément déguster, tu le sais, et j'ai eu l'occasion dernièrement, voilà, 4 forces majeures, de déguster du vin, un très joli vin blanc, de mémoire de la région bordelaise, vois-tu, et dans un pot à crème fraîche. Parce que la très jolie épicerie que je visitais, pour leur faire découvrir voilà mon petit coup de cœur du moment, n'avait plus de verre, un petit souci. Eh bien, clairement, faites l'exercice à la maison. Alors avec un pot de crème fraîche ou juste un gobelet en plastique et puis dans un verre à vin à côté, vous allez voir, pas du tout les mêmes saveurs. C'est incroyable, l'expérience pour moi n'est pas la même, le lien comme tu disais. Et alors, lorsqu'on aime les vins de Champagne, là aussi, c'est juste génial d'essayer de trouver comme un accord mets et vin, l'accord du bon verre avec le vin. J'avais eu cette conversation avec un jeune vigneron champenois que j'adore absolument pour la qualité de ses vins, d'une part, mais aussi sa gentillesse. Il s'agit d'Antoine Bouvet, et qui m'avait expliqué que voilà, il avait mis du temps à chercher tel verre. Il s'était arrêté, d'ailleurs, il avait posé son choix sur la maison Sidonios, voilà, qui est une maison française, qui a un vrai savoir-faire, qui fait de très très jolis verres. Mais on pourrait aussi parler de la maison Zalto, qui fait des choses dingues, Riedel, les grands classiques, Liman, qui est une maison française également. Je trouve qu'ils bossent très bien. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à faire l'exercice à la maison. Je trouve que ça nous permet, en tout cas, lorsqu'on le fait, de vraiment mesurer le poids en fait et l'importance quelque part d'avoir voilà quelques verres à vin à la maison. C'est pas si cher que ça. Non, et puis c'est quelque chose qu'on resserre régulièrement, qu'on ressort. C'est quelque chose qui fait partie de la collection aussi. Puis c'est un objet de partage aussi, de partager des beaux verres de vin avec ses convives, c'est très important. Est-ce que ce ne serait pas ce qu'on appelle l'art de la table? Un peu ça, oui. Bon, allez, écoute, maintenant, j'ai envie de te coincer, Fabrice. T'es devant moi, et là, on va partir sur un petit examen, l'examen du caviste, voilà. Celui-là, je suis allé le chercher très très loin, ce nom d'examen. J'avais envie de savoir si j'arrive avec 10 € dans les poches au cave du forum. Ouais. Quelle canette tu me conseilles? En blanc ou en rouge? Rouge. T'as envie d'un vin sur la puissance ou sur la finesse? Finesse, s'il vous plaît. Pourquoi pas le domaine de Vissou, domaine de Chermette, en Beaujolais, sur la cuvée des Griottes,
qui sera parfait. Un joli petit gamay bien juteux. Un beau jus de gamay qui sera absolument parfait et goulayant à souhait. Ah, bon, écoute, non, mais cette question et cet examen, bien sûr, derrière ça, j'essaie d'y glisser un petit peu de sens pour toutes nos auditrices et nos auditeurs. Moi, je suis persuadé qu'avec un billet, mais même de 5 euros, on peut franchir n'importe quelle porte de caviste. Et on aura toujours un bon conseil. C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Non, on a des vins vraiment pour tous les budgets. Et ça, c'est un job hyper important au Cave du Forum. Comme je dis toujours, on va de la bouteille de 5 à 20 000. Mais on ne doit oublier absolument personne. Et surtout, dans la gamme de vins où il faut qu'on soit vraiment hyper rigoureux dans nos sélections, c'est justement entre la 5 et 15, parce qu'en fait c'est là où en fait les jeunes commencent à se faire le palais et il ne faut pas les décevoir. On n'apprend pas le vin en dégustant des petits vins, on apprend le vin en dégustant des grands vins. Bon, alors par contre, si tu me titilles, j'ai un deuxième examen pour toi. Ok. Celui-ci va être un petit peu plus précis. Hein ? Si je te dis budget illimité, Ok. je suis à la recherche de 2-3 flacons pour accompagner un plat qui m'est cher. On va manger des riz de veau. Ok. On part sur quoi, capitaine ? Là, j'adore les vins oxydatifs, comme tu le sais, sur les riz de veau, c'est assez magique. 2 options. On va rester sur blanc. On peut partir sur 3 ? On peut partir sur 3. Ok, allez, on part sur 3. On va commencer avec un champagne. Ah, Voilà, on va partir sur un beau champagne, sur un blanc de noir, qui a une petite dizaine d'années de cave, où on va avoir ce côté un petit peu patiné, cette petite note un petit peu briochée qui va apparaître, avec ce côté un petit peu sous-bois là qui va aller chercher les riz de veau, et ça va être assez extraordinaire parce que l'effervescence sera un petit peu estompée. Température de service à 14-15 degrés, et là ça risque d'être magique. Ensuite, une bouteille mythique, à chaque fois il fonctionne super bien, c'est Clos Noli, Domaine Valette. alors là, Clos de Monsieur Noli. c'est absolument incroyable. Parce que tu dis, j'ai l'impression que tu es télépathe. Je fais une dédicace obligée à mon ami Stéphane, qui se reconnaîtra, qui un jour m'amène dans un super restaurateur, un amoureux de pinard sur Saint-Jean-de-Luz, et qui propose ce jour-là des riz de veau. Et il me sort cette cuvée Clos de Monsieur Noli, et je me souviens très bien, il s'agissait d'un millésime 2007. Et là, émerveillement total, parce que tout matchait bien. Il y avait cette oxydation aimable, mais du vin, une tension, beaucoup de précision, de la chair, une balance parfaite entre vin, vinosité, étoffe, très juteux, dense, et en même temps une allonge, une verticalité et une fraîcheur fabuleuse. Et on a un côté, malgré ce côté légèrement oxydatif, ménager, on a une réduction de lie qui est encore présente. On est sur des élevages de plus de 80 mois en barrique, et le vin reste tendu, fin, élégant. C'est un des plus grands chardonnays, je pense, moi. Un des plus grands chardonnays en Bourgogne, ouais. Bon, je valide ce deuxième choix. Je serais très heureux pour le coup de me replonger dans ce souvenir ému. Allez, 3e bouteille. Allez, on part à Madère, sur un Verdelho de chez d'Oliveira, sur un 89, où là on va avoir à peu près une 60aine de grammes de sucre résiduel, mais qui sont complètement fondus. Et puis là on va avoir des notes justement de rancio, de jeunes noix, et puis ce côté un peu caramélisé où je vois déjà les riz de veau un petit peu dans l'assiette là. Glou-glou. Pour l'amour, du coup. Ah, les amis, si vous saviez, j'en ai l'eau à la bouche, comme on dit. Je vous ai partagé un de mes coups de cœur. Eh bien, voilà, le moment est choisi, est idéal. On va parler coup de foudre avec toi, Fabrice. Coup de foudre, c'est le vin qui t'a littéralement marqué dans ta vie. Bon, j'en ai 2, mais j'ai déjà parlé des vignerons. Le premier, c'est Anselme. Anselme sur un 88. Millésime 88 qui m'avait sorti... j'étais en 2000, dans les années 2000 à peu près, ouais, un 88 qui m'avait totalement renversé. Où là, j'ai compris ce que pouvaient être les grands champagnes, ce que pouvait être le grand terroir de la Champagne, ce qu'amenaient les élevages sous-bois, non pas de l'oxydation, mais de l'oxygénation, qui sont à l'origine des précurseurs d'arômes les plus complexes. Il suffit de regarder les RRS, les madères, les jaunes, etc. Et c'est assez exceptionnel. Ça a été vraiment un vin déclic. Vraiment un vin déclic.
Et est-ce qu'il y a un cépage en particulier? Il y en a beaucoup. Ouais, je vais rester, on va dire, méthodique, pratique. Il y a un cépage quand même qui me titille, qui était un de mes premiers amours, c'est le chenin. Le chenin, quand tu me tiens, c'est très compliqué. C'est un cépage qui est exceptionnel dans les vins secs, dans les vins demi-secs, pour ne citer que Faureau. Quand vous goûtez un demi-sec de chez Faureau qui a 20 ans, qui va très bien d'ailleurs sur les Ritvo d'ailleurs, ou un homard, c'est magique. Dans les effervescents, il y a des effervescents avec les chenins qui sont fabuleux. Et surtout, c'est un cépage qui est extraordinaire parce que, en fait, il reflète le terroir où il est né. Si vous prenez des chenins qui sont issus du Saumurois sur des tuffeaux, sur des calcaires, on va avoir un côté crayeux qui va être très intéressant. Par contre, si on le prend sur Angers, sur l'Anjou noir, comme on dit, sur les schistes, c'est absolument fou. On rentre dans l'obscurité des Savonnières et là, c'est encore un autre voyage. C'est un cépage assez magique. Oui. Anjou, feu, ça me fait plaisir que tu parles du chenin. Dans le premier épisode, j'ai eu l'occasion de parler de mon émerveillement, ni plus ni moins, pour l'appellation Irouléguy. Et c'est vrai qu'il y a un deuxième coin de France, donc dans la Loire, Anjou, précisément pour ces chenins qui depuis 2-3 ans m'émerveillent énormément. Je pense à Pierre Ménard, grand vigneron qui m'a mis une grande claque. Voilà, allez chercher ça sur internet, dans tous les cas je vous le mettrai en description. Je pense à Domaine Bellargus, immense, que je trouve avec un peu plus de gras, une jolie chair, vraiment des vins généreux, solaires, lumineux. Thibaut Boudignon aussi, pour le citer, domaine de Plaisance. Voilà. Mais je dois dire que mon révolu, je l'ai peut-être posé sur les vins de Pierre Ménard, qui sont pour moi l'équilibre parfait entre énergie salvatrice et puis jolie chair, tendre, juteuse, sans lécher les babines. Oui, c'est une région assez extraordinaire et assez fabuleuse pour les jeunes et nouveaux consommateurs qui vont découvrir des grands vins sans se ruiner. Et ça, c'est fabuleux. Puis c'est des vins qui peuvent se boire assez jeunes et qui ont un potentiel de vieillissement absolument phénoménal. Il y a le domaine André aussi qui fait des vins Stéphane Hérissé qui est quelqu'un d'extraordinaire qui fait des vins fabuleux. Et quelle serait ta rencontre humaine qui t'a marqué cette année? Claude et Lydia Bourguignon. Domaine de la Roque d'antan à Cahors sur les terroirs historiques. Allez bouquiner un petit peu, allez voir qui c'est Claude et Lydia Bourguignon. Je ne veux pas vous en dire plus, c'est tellement des monuments dans le monde du vin. Des personnes incontournables dans la géologie, la biologie et qui ont décidé en fin de carrière de créer un domaine de toutes pièces sur les anciens terroirs historiques. On a passé une journée complète. On est arrivé à 10h, on est reparti à 17h, on a mangé avec eux, les enfants ne voulaient plus les quitter. Des gens exceptionnels. Il faut absolument aller les voir. Je valide fort ces recommandations. Mais maintenant que mes papilles sont bien aiguisées et excitées, il est temps de passer à la dégustation, mon cher Fabrice. Dégustation à l'aveugle. Let's go. Donc là, dégustation à l'aveugle, les règles sont simples. Attention, Fabrice ne sait pas ce qu'on est en train de déguster. Et puis là, tu vas te lancer dans le grand bain. Toujours compliqué la dégustation à l'aveugle, en plus devant un micro. Mais ce vin-là me parle beaucoup. J'ai l'impression de goûter On est sur un vin qui a une grande fraîcheur, une grande verticalité. On a beaucoup de digestibilité. Au niveau aromatique, on est sur de la cerise, de la framboise, ça reste très aérien. Il y a un jus d'un gouléant absolument phénoménal. On n'a pas une grosse structure tannique. Ça me fait penser à un mélange un peu gamay, pinot, mencia. Je sais pas pourquoi, je pense à un pinot. Ça me fait penser à des jus de pinot un peu à la Chandon de Briaille. Enfin, l'impression de goûter du jus de raisin qui sort du pressoir avec très peu d'alcool. C'est assez étonnant. Je vais dire Pinot. Pinot noir. Allez, donnez-moi une région viticole. Je serais tenté de dire ça pourrait être la Champagne en coteau. Vous pensez que je pourrais être comme ça, mesquin, à vous servir un coteau champenois? Ah, why not? Allez, je vais dire la Bourgogne sur Côte Chalonnaise dans ce secteur-là, peut-être. Ouais, un petit secteur comme ça.
Ah là 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 là, c'est odieux la dégustation à l'aveugle, c'est odieux, mais quel exercice atroce. Alors concrètement, vous ne dégustez pas un pinot noir, Fabrice. et on n'est pas en Bourgogne, on est un petit peu au sud, c'est-à-dire qu'on va traverser la mer Méditerranée. Et je vous amène dans un lieu qui m'est cher. Je t'amène là, en Sicile. Ah, ok. Je t'amène chez une grande vigneronne, moi qui m'a cloué le bec. Nero d'Avola? Il y a un petit peu de Nero d'Avola, mais il n'y a pas que du Nero d'Avola. Donc le Nero d'Avola, auditrice, auditeur, c'est une variété de vigne qu'on retrouve en Sicile, qui fait des vins plutôt sympas, qui vont apporter un petit peu de corps. Ça peut donner du corps, le Nero d'Avola. Mais là, il va être marié 50-50, un bon 50-50 des familles avec le Frappato. Ah, ok. On est chez une grande vigneronne que j'aime énormément. On est à Vittoria, chez Arianna Occhipinti, jeune viticultrice. Et j'ai choisi de te faire découvrir ce vin que tu connais peut-être déjà. Il s'agit de la cuvée Grotte Alte sur le millésime 2018, donc qui est une cuvée très particulière chez elle, qu'elle ne produit que très très peu de bouteilles. C'est 4000 et quelques bouteilles produites chaque année. Les vignes sont littéralement sur une grotte. Voilà, il y a un micro-terroir, une petite parcelle, donc 50-50 Nero d'Avola et Frappato. Et en fait, tout simplement, ce vin m'a procuré une énorme émotion cette année. Et donc, je voulais te partager ça parce que je connais ton amour pour les vins étrangers, ta curiosité. Très belle bouteille. Je suis ravi que ça te plaise. Ouais, superbe. Merci. Tu connaissais déjà un petit peu ces vins ? Ouais, tout à fait. On a travaillé avec elle aussi. Ouais. Mais c'est vrai que le Frappato a cette fraîcheur, cette élégance, un peu comme les Mancia sans structure tannique. Ouais. Eh bien voilà, comblé, Fabrice est très heureux de parler de cette grande vigneronne Arianna Occhipinti aux influences méditerranéennes et volcaniques en Sicile. Faut dire qu'elle dédie une grande partie de son travail au Frappato, ce mauvais élève italien au carnet de liaison historiquement quelque peu quelconque, disons, mais qui se révèle à travers notamment ses cuvées parcellaires dignes des félicitations. Mention très bien, bravo. Très belle bouteille. Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. À présent, Fabrice, je souhaite te proposer une expérience un petit peu magique. Nous parlions tous les deux, en début d'émission, de ta caverne d'Ali Baba, la cave du forum. Eh bien moi, je te propose de t'amener dans une autre caverne, du moins un magasin de jouets unique, magique, pour exaucer 2 de tes vœux. Nous allons donc rencontrer le génie de la lampe, ça va de soi. Et il va te proposer de trouver pour toi et de te l'ouvrir la bouteille de tes rêves et également de te passer le vinyle de ton choix. Alors je t'écoute. Croparonto 90 et Yann Tiersen. Bon, là vous l'aurez compris, ça fuse, hein. Les amis. Là, Fabrice, il a pas le temps. Ok, vous aviez préparé vos réponses. J'ai l'impression que là, vous l'attendez, le génie de la lampe. Bon, eh bien, il vous reste encore un petit peu de temps, du coup, dans le sablier. Qu'est-ce qu'on mange avec ça ? Oh, une belle bécasse à la ficelle. Ça serait sympa, ça. Hein. Imaginez avec le 90, là, qui va commencer à renarder un petit peu, là. C'est ce genre de plat où il est d'usage de mettre une petite tranche de pain sous la bécasse. C'est ça. Bon, on va s'arrêter là parce que je commence à avoir faim. Bon, c'est un très joli choix. Là, tu me parles d'un vin mythique, qui a un statut de légende. Ouais, c'est un des rares. C'est pas un des rares vins que j'ai pas dégusté. Il y en a beaucoup que j'ai pas dégusté, mais c'est un des vins qui me manque d'avoir dégusté. Pour moi personnellement. La case n'est toujours pas cochée pour celui-ci. Et je pense qu'elle le sera pas. C'est des vins. Il y a des vins comme ça mythiques qui peut-être qu'il faut qu'il le reste, mais bon, c'est des bouteilles qui commencent à devenir très très rares. Vous voyez les amis, on parlait dans le premier épisode des cartes Pokémon. Et bien là, celle-ci, elle est très 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 rare. Ouais. Mais c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Et puis, est-ce qu'il faut réellement déguster les vins qu'on attend comme ça ? Est-ce qu'il faut pas que ça reste des mythes ? Comme les fantasmes ? Exactement. Nous verrons ça dans un prochain épisode. Place à l'actu, place à la culture, mon cher Fabrice. Avant que l'on se quitte, est-ce que tu aurais une actu à nous partager ? Alors, il y a des années, 7-8 ans,
Je fais beaucoup de dégustations à la cave, etc. Le soir, c'est difficile de faire des dégustations sans participation au-delà de 50, 60, 70 balles. Et j'avais conscience que c'était un frein pour les jeunes amateurs qui voulaient découvrir le vin, les étudiants, etc. Et en fait, on a eu l'idée de créer ce qu'on appelle les œnopartages. Donc c'est le samedi, tous les samedis à la cave, de 17h à 19h. Les gens viennent, ils achètent une bouteille en magasin, sans supplément, sans droit de bouchon. Une bouteille, le prix qu'ils veulent, 7, 10, 15, on s'en fout. Ils achètent la bouteille, on ouvre la bouteille, on la met sur table. Et tout le monde partage le vin de tout le monde. Et on va jusqu'à une bouteille par personne ou par couple. Il y a beaucoup de couples d'étudiants d'ailleurs, je peux vous dire. C'est absolument génial. Ouais, le but est un petit peu de désacraliser un petit peu le vin. Le rendre... donner à tout le monde la possibilité d'accéder à des qualités de vin différents. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est là où, en fait, naissent les passions. Quand on goûte des vins sur lesquels on est surpris, sur lesquels on ne s'y attendait pas. Glouglou, ce que le vin dit de nous. Fabrice, ça y est, il est l'heure de répondre à la question. Qu'est-ce que le vin dit de toi ? Oula, vaste question. Qu'est-ce que le vin dit de moi ? Qu'est-ce que le vin a fait de moi ? Le vin m'a permis de m'ouvrir aux gens, de gagner en sensibilité, de me poser les bonnes questions, de me raisonner, de me cultiver surtout. Je me suis construit à travers le vin, réellement. Que ce soit la géographie, l'histoire, la culture, c'est vraiment le vin qui m'a amené tout ça. Le vin, pour moi, c'est une porte d'entrée sur la découverte du monde et la découverte des gens. C'est le partage, c'est aussi la modestie face à une bouteille, le recueillement. C'est beaucoup de choses. Waouh, c'est beaucoup de choses et il y a beaucoup de sens derrière tous tes mots, Fabrice. Je te remercie infiniment. Mais est-ce que le vin ne dirait pas de toi qu'il a révélé surtout le moteur qui était en toi ? Oui, ça a été un déclic. Ça a été le déclic de la personne que j'étais, peut-être un peu introvertie, timide. Le vin me permet de m'exprimer. Je m'exprime à travers le vin, en fait, c'est ça. J'ouvre une bouteille, je verse le vin dans le verre, et là, en fait, je parle, j'ai la sensation de parler pour le vin. C'est un sentiment assez étrange, mais c'est comme ça que je le vis, en fait. C'est assez étonnant. C'est réellement une histoire d'amour entre moi et le vin et mon verre. Un passeur de messages, un passeur d'émotions. Vous avez un magnifique métier, Fabrice. Et je vais revenir au tutoiement. Je te remercie infiniment pour ton temps. Je te remercie infiniment pour ce que tu fais, pour le passionné de vin que je suis. J'ai toujours été émerveillé de pouvoir rentrer, avoir accès aux caves du forum, de récolter les bons conseils de toute ton équipe. Et il en est de même pour beaucoup de belles adresses en France et tous ceux qui portent haut et fort les couleurs, l'étendard de ce grand métier qu'est celui de caviste. Et je ne dis pas ça pour vous caresser dans le sens du poil, malgré que vous ayez un très beau pelage, mon cher Fabrice, mais merci énormément. Ta passion est communicative et j'espère qu'elle saura éveiller les passions de nos auditrices et auditeurs. Merci à toi, Pibs, et longue vie à Glouglou, et avec plaisir de vous rencontrer aux œnopartages, aux caves du forum. À bientôt. Voilà, c'est l'heure de se quitter, les amis. Je suis très très heureux de vous avoir présenté Fabrice, personnalité passionnante, un grand caviste. Et je trouvais que c'était plutôt une bonne idée de pouvoir papoter ensemble, Fabrice, durant cette émission, la 2e de Glouglou. Il est l'heure de se quitter. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Punaise, j'adore cette nouvelle émission sur le vin. Glouglou, c'est marrant comme nom et je comprends tout. Ah, mange! Pour une fois, je comprends tout! Ah, merde! Arrête ton cirque! Spider, Glouglou! Spider, Glouglou! Wow, les amis, j'ai oublié. Vous connaissez la musique, j'ai besoin de votre force à présent. Si jamais vous appréciez Glouglou et son format, je ne peux que vous suggérer de vous abonner à l'émission sur la plateforme de votre choix. Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe, sans oublier l'éternel bouche à oreille bien sûr, et les partages en tout genre.
Retrouvez Glouglou également sur Insta et pour ça, rien de plus simple, Glouglou podcast tout attaché, à vous de jouer. J'attends vos réactions avec impatience et je serai surtout très heureux de pouvoir échanger avec vous, de parler vin à la cool et de savoir qui vous aimeriez entendre lors des prochaines émissions. Alors, à vos commentaires. On se retrouve tous les mois pour faire vivre ensemble la toute première saison de Glouglou. Merci infiniment pour votre écoute. Buvez bien, buvez bon, bisous.